Donc j'ai en charge de lancer cette table qui n'est pas ronde, avec donc en présence de Sandrine Caroli, qui est professeure en ergonomie au laboratoire PACT à l'université Grenoble-Alpes, enseignante en école d'ingénieur en génie industriel à l'INP et en prévention des risques à Polytech Grenoble. À sa gauche, Vincent Mandino, chargé de mission à l'ANACT, spécialiste des sujets numériques et écologiques. Et à ma gauche, Yvan Yordanov, professeur aux arts et métiers, directeur général adjoint en charge de la recherche et de l'innovation. Et donc, la mission que l'on leur a confiée, c'est au regard de leur expérience sur ces questions de travail, de robotisation, finalement, en quoi ce qui vient de se raconter aujourd'hui fait écho à voilà, cette expérience-là. Donc, vous avez une petite dizaine de 5-10 minutes chacun pour nous exposer ce point de vue et donc lancer la discussion. Merci, bon, d'abord, merci de cette invitation. C'est effectivement, bon, je pense que tout a été dit aujourd'hui et je peux plus mettre en résonance par rapport à mon expérience, mon parcours, hein, les questions que ça pose. Bon, si on est sur, moi je suis professeur en ergonomie, hein, donc c'est le point de vue que je vais adopter et effectivement je suis d'accord aussi avec ce que disait Hakim tout à l'heure. Attention aussi à notre propre déterminisme de l'activité qui noie tout finalement par rapport à la question de la pluridisciplinarité. Alors je serais amenée aussi à reposer ça aussi dans ma propre histoire, hein, en tant que professeur dans une école d'ingénieurs. Alors, quand on dit la place de l'homme et du travail, quel est le positionnement de l'ergonomie? C'est vrai que alors d'ailleurs le titre est assez intéressant hein, du projecteur, hein, c'est humain engagé par la cobotisation dans les transformations du travail et des organisations dans des usines futures. Bon, l'humain engagé, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, hein, et l'organisation, je la vois pas trop. Hein. Alors, positionnement de l'ergonome face à l'usine du futur, c'est des questions qu'on se pose depuis 4-5 ans, hein, aussi dans des congrès de la Société d'ergonomie de langue française, en disant, mais finalement, l'usine du futur, est-ce que c'est pas un marqueur sémantique de notre temps et est-ce qu'on n'est pas finalement en train de reproduire des questions déjà du passé avec l'humain au cœur des organisations, au cœur de l'industrie? Alors, c'est vrai que les questions que ça nous pose en ergonomie, c'est quelle est la place du travail et de ces transformations, comment est abordé véritablement le facteur humain dans ces technologies, et puis en quoi ça va venir aussi changer nos propres pratiques d'intervention en tant qu'ergonome, en collaboration avec d'autres professionnels. Alors le débat n'est vraiment pas clos, hein. Et c'est important pour moi aussi, en tant qu'ergonome, de remettre dans le lien santé-travail, hein, puisque c'est un peu mon parcours aussi. Je pense que du point de vue du lien entre santé et travail, il y a beaucoup de choses qui ont été dites aujourd'hui, mais c'est vrai qu'on a souvent placé cette 4e révolution industrielle comme permettant d'améliorer les conditions de travail. Avec malgré tout des dégâts hein, humains sur les troubles musculo-squelettiques, les RPS, etc. Et la santé, il faut faire attention à ne pas la réduire uniquement à la question de la sécurité. Hein. La santé, c'est aussi le pouvoir d'agir par rapport à ses propres situations de travail. Alors, quand on parle de technique au service de l'humain, ça pose beaucoup de questions parce que quand on regarde le cobo, l'exosquelette, on dit « oh, bah, ça va diminuer la charge physique ». Le numérique, ça va faciliter le traitement cognitif. Et puis, le digital, ça va favoriser la coopération. Alors, c'est pas du tout simple si on se réfère à la situation de travail réel, parce que parfois, ces technologies vont créer de la dépendance organisationnelle, vont créer des nouvelles formes de charge, d'intensité et des difficultés de travail collectif. Donc, il est évident, en tant qu'ergonome, de remettre ça en lien avec la situation de travail réel. Alors, moi, je reviendrai sur la question de l'histoire hein, dans la fin de mon propos, mais je ne sais pas si on est en rupture ou si on est en continuité, hein, si on alimente finalement des croyances du passé par rapport à cette révolution industrielle hein, et les technologies, parce que c'est pas du tout évident que ça améliore. Hein. Parfois, on voit que ça empêche le travail. Et par ailleurs, ça peut aussi développer d'autres choses. Hein. Donc, c'est vraiment dans des paradoxes, parfois aussi de possibilités de développement, d'apprentissage ou de nouveaux savoir-faire qui peuvent se développer.
Alors, ça, c'était pour mon introduction, mais ce que je voudrais pouvoir dire, moi, en tant qu'ergonome, je travaille cette question-là aussi dans mes écoles d'ingénieurs, là, sur comment on met en place des cobots pour une meilleure gestion de la variabilité, une répartition des tâches réelles par rapport à la collaboration homme-cobo sur des cobots comme Panda, Baxter, etc. Et c'est vrai que quand on est sur des tâches simples de conditionnement, on arrive quand même à faire des choses. Dès que ça se complexifie, ça devient plus compliqué, à condition de prendre le geste dans son ensemble, hein, comme l'a précisé Clara. Et puis aujourd'hui, on élargit cette question de tout ce qui est cobo, pas seulement à des situations de conditionnement, hein, mais aussi à des situations de remanufacturing, comme étant un enjeu aussi autour de la transition écologique. Donc ça pose des vraies questions. Et puis je voudrais dire par rapport à ça qu'en fait les cobots, il n'y en a pas beaucoup hein, dans les entreprises. Hein, on a été plusieurs à le dire. Hein. En fait c'est très peu de la collaboration. Hein, c'est plutôt de l'assistance ou quelque chose qui est à côté et qui va venir gérer un certain nombre une partie de la tâche seulement, mais des situations de collaboration, moi j'en ai vu très peu dans le milieu industriel. Et pourtant, on a beaucoup d'élèves ingénieurs qui sont amenés à travailler sur ces questions-là. Donc c'est pas vraiment ensemble, hein. C'est pas vraiment ensemble. Et quelles sont les conditions pour que ça soit un peu ensemble et qu'il y ait un peu de collaboration. Donc je pense que tous les exposés qui ont été présentés aujourd'hui nous amènent à réfléchir. Hein, c'est vraiment super intéressant. Mais tout n'est pas encore virtuel, tout n'est pas encore cobo, tout simplement parce que ça pose des problèmes de production. Quand on est du côté de l'entreprise, le robot il est trop lent, il n'est pas performatif. Il y a des bugs, ça gêne l'opérateur, il n'y a pas d'acceptabilité, donc en fait ça marche pas. Hein, ça marche pas, c'est quand même une belle croyance qu'on va cobotiser par rapport à la réalité. Alors, cette question de recherche et qui m'agite moi beaucoup aussi parce que je suis enseignante en école d'ingénieur, hein, elle est très ancienne, hein, puisqu'en fait, le génie industriel à Grenoble, c'est l'aventure du CRISTO, Centre de recherche en innovation socio-technique et organisationnelle, qui a été porté ensuite par l'école de génie industriel. Et déjà en 2012-2013, avec Patrick Martin et d'autres, on a travaillé avec l'INP, GESCOP, l'IP Primeca, pardon, le GDR Max et puis la Société française de génie des procédés pour un ARP. Un ARP, c'était de réfléchir à l'évolution des systèmes de production. Et en 2012-2013, on était déjà dans l'idée, il faut réindustrialiser. Hein, c'est ça l'enjeu. Il faut réindustrialiser. Et derrière la notion de cobo, eh ben, c'est cet enjeu de réindustrialisation. Et c'est vieux, hein, la question de l'homme dans la techno. Hein. Les travaux d'Alain Jeantet, Henri Tiger, c'était des manivelles au clavier. Hein. Et on a encore un musée à Grenoble où on a les premiers claviers informatiques et on se posait la question, est-ce que l'opérateur va pouvoir mettre ses doigts, il va pouvoir voir l'écran, etc. Bon. Donc le socio-technique, c'est pas nouveau. Hein. Le socio-technique, ça existe depuis longtemps. Par contre, c'est quelles sont les évolutions aujourd'hui par rapport au socio-technique. 2 minutes. Alors si j'ai que 2 minutes, moi je voudrais dire que en fait, il peut y avoir quand même des choses qui peuvent fonctionner quand on est dans la programmation d'un cobo pour pouvoir aider l'opérateur. Hein. Le cobo, il ne remplace pas l'opérateur. Par contre, il peut venir en aide à la réalisation des tâches de l'opérateur, à condition de lui donner un environnement capacitant. Et cet environnement capacitant, c'est la variabilité dont on a parlé. C'est-à-dire, est-ce que l'opérateur, il peut décider qu'est-ce qu'il va programmer au niveau du robot pour pouvoir l'assister. Hein, parfois, il peut avoir envie de tâches physiques à déléguer ou de tâches cognitives à déléguer. Et ça peut être aussi, pas seulement de façon fixe, hein, ça peut être aussi variable au cours du temps, de la journée, de la semaine, du mois. Hein. Et ça, je pense que si on crée un environnement capacitant, on offre à ce moment-là des possibilités de marge de manœuvre qui vont permettre véritablement à l'opérateur d'utiliser sainement le robot et d'être dans une performance. Après, ça pose beaucoup de questions, hein, questions méthodologiques, questions. Alors, les méthodes, on en a parlé tout plein aujourd'hui. Hein, est-ce qu'on fait de la simulation? Est-ce qu'on fait de l'expérimentation? Où on se situe dans la conception, etc. Je pense que là-dessus, en fait, on est encore dans intégrer de la pluridisciplinarité dans la conception. On n'est pas encore dans la construction.
On n'est pas encore dans le développement de quelque chose qui permet à la fois à l'opérateur de se développer et au robot aussi d'agir en interaction avec l'opérateur. Si j'avais à conclure sur juste 3 points très courts, parce qu'il faut que je laisse la place à mes collègues, sur la question de l'historique, je dirais qu'en fait, je ne sais pas si on est en continuité ou si on est en rupture. Hein. Moi, j'ai l'impression quand même que ça fait des années que je travaille sur cette question de la réindustrialisation, des cobots, etc., que j'accompagne un certain nombre de thèses. Et je me dis finalement à quoi ça sert le cobot, qu'est-ce qui change. Et il me semble quand même qu'on a avancé un peu dans la pluridisciplinarité, notamment dans la formation des ingénieurs au SHS, dans la manière de collaborer par rapport à des demandes industrielles entre les laboratoires et le monde industriel. Et je pense que ça, par contre, du point de vue des démarches et des méthodes, on a fait un pas. Hein. Et ça, c'est une rupture, je pense, quand même un peu historique qui date aussi du passé. Hein. Ce n'est pas une rupture complètement, hein. Mais en tout cas, ça c'est important. Ensuite, sur la question, le robot ne remplacera jamais l'homme. Hein. D'accord, il faut vraiment qu'on soit clair là-dessus. On vise plutôt des aspects d'assistance. Hein. C'est comment on organise cette assistance. Et c'est important de l'inscrire dans la conduite de projet et dans des démarches participatives. Et puis, je terminerai sur l'approche socio-technique, hein, qui était mon point de départ. Je pense qu'aujourd'hui, on doit évoluer davantage dans des approches systémiques. Alors, on l'a vu avec les travaux de Clara dans l'interaction entre les articulations des dimensions du geste, qui sont à controverser à tous les niveaux, hein, aussi bien dans le biomécanique, parce que c'est pas du tout évident, mais aussi dans l'articulation entre cognitive, le biomécanique et le psychosocial. Quand je dis qu'il faut évoluer vers le socio-technique et organisationnel, le collectif est quand même le grand absent. Hein, on voit combien ça va venir fragiliser parfois le collectif. Parfois, ça réinterroge hein, les façons dont on peut penser le travail collectif. Et là, je pense qu'on manque encore beaucoup d'une conception qui tienne l'organisation dans son sens large. Et puis, pour le socio-technique et organisationnel, on doit évoluer aussi aujourd'hui vers d'autres questions, hein, des questions politiques, des questions écologiques, sur la manière dont l'industrialisation peut tenir pas seulement des enjeux sociaux, humains et organisationnels, mais des enjeux qui relèvent aussi des questions sociétales. Merci beaucoup Sandrine. Donc on va faire les trois présentations et après un petit temps de discussion. Donc Sandrine nous disait qu'on avançait dans la pluridisciplinarité entre SHS et ingénieurs. Et donc on va en profiter pour donner la parole. Merci beaucoup. Alors, très rapidement, après cette petite introduction, moi, je ne suis pas du tout spécialiste des sujets qui ont été abordés aujourd'hui. En revanche, ça commence à faire un petit peu de temps. Ça fait 9 ans que je suis à la direction de la recherche et de l'innovation aux arts et métiers. Et j'y suis dans le cadre d'une transformation perpétuelle de nos activités de recherche et de formation. Et notamment sur ces aspects d'industrie du futur, puisque les arts et métiers, voilà, on se positionne comme formant des ingénieurs pour l'industrie du futur. Et donc, c'est une grande responsabilité d'essayer de les former le mieux possible. Alors, j'ai essayé de faire une petite synthèse de ce que des choses, des apports de cette journée pour moi, alors des choses qui ont été confirmées, et puis il y a quand même des petits aspects originaux par rapport à ma connaissance du sujet qui m'ont marqué. Et puis juste un petit historique, hein, ce projet ANR Hector, il a été un petit peu issu d'un projet qu'on avait mené au sein des âmes il y a quelques années qui s'appelait Echine, où on avait fait le pari de travailler avec des psychologues, des ergonomes de Paris 1 Sorbonne à l'époque, du CNAM. C'est de mélanger tout ça, des anthropologues, enfin on avait de tout. On avait été chercher tout ce qui se fait en SHS et puis on les avait mis face à nos enseignants-chercheurs plutôt technologues et puis on avait regardé ce que ça pouvait faire. Et ça avait été une expérience absolument enrichissante. On avait mis quelques jours à caler nos vocabulaires. Et puis, et puis à l'issue de ça, donc il y a quelque chose qui m'avait marqué. C'était, c'est pas du tout. C'était des collègues de SHS
qui posaient des questions extrêmement pertinentes. Mais moi, je leur dis, bon, ben maintenant, c'est quoi comment on met ça en œuvre dans l'industrie? Parce que nous, on forme des ingénieurs. Non, nous, on sait poser les questions, mais on veut surtout pas, c'est tellement compliqué qu'on veut pas se risquer à proposer des solutions. Et là, on leur avait dit, mais c'est pas grave du tout. Nous, c'est notre métier d'ingénieur de proposer des solutions et de prendre des risques. Et déjà, si vous nous posez les bonnes questions, peut-être qu'on prendra des décisions un petit peu moins idiotes et mieux éclairées. Donc, une fois qu'on s'était mis d'accord, il n'y a pas de problème. Tout le monde est utile autour de la table. Et c'est un peu ce qu'on a vu aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est super important de bien poser les problèmes. Et après, c'est notre rôle le mieux possible de former des ingénieurs et puis de travailler avec les industriels pour tenter des solutions pertinentes avec les retours d'expérience, etc. Et alors, j'en viens à une petite synthèse rapide des choses qui m'ont marqué aujourd'hui. D'abord sur le positionnement du problème, donc la présentation de Marco Saraceno, la première présentation. Alors moi, j'ai retenu donc, une chose que je trouve assez pertinente, très pertinente, c'est qu'il nous a dit, bon, voilà, il y a le COBO, on pourrait dire aussi, il y a l'intelligence artificielle, etc., etc. Est-ce que finalement, tout ça, c'est pas le vocable qu'on devrait utiliser, ce sont des outils. Les remettre à leur place, parce que à partir du moment où ce sont des outils, ils ne remplaceront jamais l'humain. Je pense que c'est bien d'avoir ce genre de vocabulaire, c'est rassurant pour tout le monde. Depuis la préhistoire, voilà, on a eu le lance-saguet du mât d'asile, moins X milliers d'années avant Jésus-Christ. Ben, c'était un outil qui permettait de lancer la sagaie plus loin. Est-ce que le COBO, le COBO cognitif, digital, est-ce que le COBO physique, voilà, peut-être dire que c'est des outils, déjà ça rassure tout le monde. Et puis dès qu'on a un outil, c'est comment on le conçoit, quelle est son utilité, et puis on comprend bien qu'il y a des gens qui préféreront utiliser tel ou tel outil par rapport à l'organisation qu'il y a autour d'eux, par rapport à eux-mêmes. Donc désolé Marco, si tu es là, je retiens juste un mot, mais voilà, c'était déjà, je trouve, assez important cette notion-là. Pour replacer les choses voilà, dans leur contexte. On est juste en face de la Société française de prestidigitation. Voilà, on n'a pas d'outils magiques, on n'a pas de choses magiques qui vont remplacer l'homme. On a des outils. Le deuxième aspect, dans les questions qui ont été, ou dans les expérimentations qui ont été faites et qui m'ont vraiment marqué, et vraiment c'est des super exemples. Donc la présentation de l'IN, de Jean-Christophe, l'INRS, il y a eu la même chose aussi autour de la présentation de Clara, d'Adriana, c'est qu'en fait on lance une expérimentation en disant on va avoir un COBO qui va améliorer telle fonction, puis quand on fait le retour d'expérience, on s'aperçoit que ça change toutes les conditions de travail. Et ça, je trouve que d'un point de vue pédagogique, retour d'expérience, discours à faire vis-à-vis de nos étudiants, c'est assez intéressant. C'est-à-dire que on est sur finalement des développements d'outils sur lesquels on voit que la maturité est assez faible. Donc on tente des expérimentations, on se dit cet outil va servir à faire ça. Puis quand c'était vraiment très intéressant toutes ces présentations, ben on s'aperçoit que l'outil, quand on le met en œuvre, eh bien il répond en partie à la solution pour laquelle il a été conçu, mais il change complètement les conditions de travail. Et ça pose vraiment un questionnement sur le degré de maturité de l'outil, son utilisation réelle en situation réelle. Ce qui était très intéressant, c'était vraiment beaucoup d'expérimentation dans les présentations aujourd'hui. Notamment, j'ai noté sur l'assistance au geste sur la meule. Ben, en fait, non, c'est pas une assistance au geste, hein, c'est Clara. Voilà, on s'est aperçu finalement, ça changeait, comme c'était plus le même outil en fait. Hein, c'était pas une assistance à la meuleuse, c'est plus du tout le même outil, ça change tout. Donc, c'est plus une meuleuse assistée, c'est autre chose. Ah, merci, j'ai bien compris le discours. Alors ensuite, sur cette partie-là, ce que j'ai trouvé intéressant, enfin tout est extrêmement intéressant. Donc ça, c'était la partie plutôt questionnement, retour d'expérience. Et après, en lumière, j'ai aussi beaucoup apprécié les tentatives de réalisation concrète. Et dans cette communauté qui ont montré qu'elle s'appuyait sur ces retours d'expérience.
Donc merci à moi de Bounois. Alors en plus c'est une thèse d'arrêt métier, donc je peux dire ouais, je suis super fier et tout. Non vraiment, non en fait je suis très fier de ce genre de thèse. C'est vraiment voilà, c'est pour moi l'image arrêt métier, c'est-à-dire qu'à un moment donné, toi tu prends des risques. Tu dis, ben, moi, je propose une méthodologie, et dans cette méthodologie, j'ai bien compris que, il fallait en préliminaire, hein, tu l'as bien entouré, qu'on pouvait pas développer, concevoir une solution sans travailler avec les opérateurs, sans travailler avec les chefs d'équipe, sans travailler avec les utilisateurs finaux. C'est une évidence quand on dit ça, mais c'est bien de le rappeler. Hein, voilà, l'expérience utilisateur, l'utilisateur, il doit être au centre, ou l'humain. Voilà, donc dans ta méthodologie, alors, qui doit être perfectible, au moins il y a ça comme point saillant. Ce que j'ai retenu aussi comme point saillant, c'est que derrière, on met en œuvre, et évidemment, quand on met en œuvre, c'est jamais ce qu'on a imaginé au départ. Donc, il y a ce qui est essentiel aussi, c'est une méthodologie d'analyse de ce qui se passe réellement du retour d'expérience, et puis ne pas hésiter à revenir, classique, boulot d'ingénieur, ça marche pas aussi bien que ce qu'on avait prévu, on a un retour d'expérience, donc on change la conception. Et donc sur le même sujet, c'est Aurélie, Aurélie, voilà. Elle n'est pas Aurélie, voilà. Donc aussi, voilà, très intéressant sur cet aspect méthodologie. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que voilà, voilà, on travaille pas en terre inconnue, on travaille en terre inconnue. Enfin, on ne travaille pas en terre inconnue, on travaille en terrain connu. Voilà, la petite blague de l'après-midi, parce que justement, ce qui est important pour les ingénieurs, c'est de leur offrir des méthodologies de travail et pour qu'ils essayent de travailler, de produire des solutions pas trop éloignées du besoin réel. Et cette idée qui a été que j'ai retenue aussi de ta présentation, qui est très, très intéressante, c'est l'adaptation à la singularité de l'opérateur. Alors par contre, pour moi, c'est pas que de l'informatique. Hein. J'en discutais avec Patrick Martin pour être sûr que je racontais pas des bêtises si j'étais pas tout à fait d'accord avec toi. C'est de la conception globale. Et la programmation fait partie de la conception, mais ça peut être aussi la conception de la main de préhension, etc., etc. Et ce que j'ai retenu de ta présentation, c'est voilà, une problématique. Finalement, on a un opérateur, il a sa boîte à outils. Est-ce qu'on lui offre qu'un seul outil qui va tout faire, le couteau suisse? On n'y croit pas trop. Donc peut-être qu'il y a des réflexions à avoir, et des réflexions, tu en as parlé, et puis ça sera un petit peu la conclusion, d'un point de vue aussi économique, environnemental, ça coûte cher tout ça, ça demande des matériaux, ça demande de l'informatique. Donc est-ce qu'on fait le super cobo qui va tout faire, ou est-ce qu'on fait une bibliothèque de petits cobots plus simples qui vont avoir des fonctions? Là, je pose une question. Voilà, j'ai pas la réponse. Et alors ensuite, pour n'oublier personne, il y a eu d'autres interventions qui ont élargi cette notion de cobo ou d'outils que j'ai trouvé intéressante à l'aspect finalement, l'aspect plus digital, à la fois avec la présentation de Gérard et d'Anne-Cécile sur les traces numériques et la trace collective, donc qui pose la problématique, qui disent voilà, il y a des gens qui ont une expertise, si on fait du big data, de l'IA un peu bête, on va dire ça comme ça, de l'IA bête, je sais pas si ça peut, on peut dire, allez, voilà. Et en fait, on va oublier toute l'expérience de l'ingénieur. Donc, bien évidemment, c'est pas ce qu'il faut faire. Alors, petite parenthèse, on a une activité de recherche au niveau des arts et métiers sur ces sujets-là, sur à la fois l'IA frugale et l'IA qui augmente la connaissance. C'est-à-dire qu'on fait de l'ingénierie, c'est basé sur de la physique, on a 4000 ans de mise en équation du monde, des scientifiques qui ont quand même, on a des modèles qui s'approchent quand même super proches de la réalité, qui sont pas mal du tout. Donc déjà, continuons à nous servir de ces modèles, faisons en sorte qu'on puisse les résoudre en temps réel, parce que ça sert pour faire du jumeau numérique, je reviendrai là-dessus, je suis peut-être un peu long, mais j'accélère un peu. Et puis, utilisons les algorithmes d'apprentissage juste pour caler la différence entre le monde réel et puis les modèles physiques. Et puis, quand on fait des algorithmes d'apprentissage, je préfère employer ce vocabulaire qu'intelligence artificielle qui fait un peu société de prestidigitation, on a besoin de données. Oui, c'est juste en face, ça m'amusait de voir ça. On a besoin de données d'entrée pour trouver les données de sortie. Et on est tous d'accord, la donnée, ça veut rien dire.
c'est pas la donnée dont on a besoin, c'est l'information. Et de nouveau, l'ingénieur, quand il connaît son système physique, il sait qu'est-ce qu'il va devoir mesurer. Enfin, j'espère, c'est ce qu'on essaye de t'expliquer. C'est comme ça qu'on essaye de former nos étudiants. Si vous mesurez ça, vous aurez beaucoup d'informations. Et c'est ça l'IA frugale. C'est surtout pas le big data. Surtout pas. Enfin, il y a d'autres domaines, sans doute, dans le domaine de la finance, etc. J'y connais rien, donc mais dans notre domaine de la production, des procédés, des matériaux, de la mécanique, enfin, on a quand même des connaissances. Donc, surtout, ne l'oublions pas. Donc, ça, c'est pour rassurer Gérard, hein, bien évidemment. Oui, on fait de l'IA, puis on est obligé de dire que c'est de l'IA. Mais on essaye de la faire de manière intelligente, avec peu de données qui donnent, et en mettant toutes nos connaissances. Et ça, c'est encore du domaine de la recherche, c'est compliqué, mais c'est ça l'important. Et puis la deuxième partie très importante sur ces cobots digitaux, c'est ce qui a été présenté par Marie-Pierre et Clément, voilà, en fin de journée, sur une fois qu'on a un outil digital qui a plein d'informations, qui sait peut-être gérer le compliqué. Laissons à l'homme gérer les situations complexes, c'est-à-dire comment cet outil digital, c'est exactement votre problématique, il va collaborer ou comment il va échanger de l'information avec l'opérateur. C'était très intéressant, d'ailleurs, l'aspect confiance, est-ce que je cache ou est-ce que je suis honnête? Bon, finalement, quand on travaille avec un collaborateur humain, on préfère qu'il soit honnête. Hein. Quand il n'est pas sûr de lui, on préfère qu'il le dise. Donc, je suppose que c'est à peu près la même chose sur un outil digital. C'était très intéressant. Donc tout un problème la problématique de ce qu'on appelle les interfaces homme-machine, c'est-à-dire comment un outil digital qui a une quantité d'informations phénoménale, si on part du postulat qu'on préfère que ce soit un humain qui prenne les décisions, comment il peut aider l'humain à prendre les décisions. Voilà un petit peu de ce que je retiens de cette journée. J'ai essayé de faire un focus et de n'oublier aucune des interventions. Ça a été tout à fait passionnant pour moi. En conclusion, quand même, ça justifie toutes les transformations en cours au niveau de notre formation, notre recherche aux arts et métiers. Le besoin indispensable de traiter les problématiques de manière globale, de manière transdisciplinaire, de faire travailler les chercheurs en sciences humaines et sociales avec les chercheurs en ingénierie. On l'a bien vu aujourd'hui. Sinon, on court à la catastrophe parce qu'on voit bien que on parlait de est-ce que c'est du techno-push ou enfin bref. Ce qui est important, c'est quand même d'analyser le besoin réel et puis la base d'un ingénieur qui fait correctement son boulot, c'est quoi la problématique industrielle, c'est quoi mon besoin, c'est quoi que je veux améliorer, et ensuite je choisis le bon outil. Voilà. Et si c'est le décapsuleur pour décapsuler les boîtes, ça sera lui. Tant pis si c'est pas un cobot, c'est peut-être moins valorisant d'un point de vue intellectuel, mais d'un point de vue pratique, c'est peut-être mieux. Voilà. Et puis tu as ouvert la discussion. Et évidemment, quand on parle de transversalité, aujourd'hui, on a l'opérateur, on a l'économie financière, et puis on a l'économie de l'environnement. Et aujourd'hui, on ne peut pas ne pas former un ingénieur quand il va réfléchir à une solution technologique pour apporter une réponse à un besoin industriel, vérifier aussi que sa solution technologique, elle est la plus frugale possible et elle est par rapport à son impact environnemental. Oui, le digital c'est bien. Si on peut faire de l'IA frugale et démontrer que ça apporte une vraie valeur ajoutée, ça consomme pas trop d'énergie, ça sera mieux. Je m'arrête là. Merci beaucoup. Et merci à tous. Hein. J'ai passé une super journée de vacances. Je n'ai pas ouvert mes mails. J'en ai 300 qui m'attendent dans le train. Mais ça a été une magnifique journée pour moi, pleine d'enseignements. Merci à tous. Merci à vous pour avoir introduit la table ronde. Hein. Merci à vous pour l'invitation. Merci à vous pour les présentations. Je n'étais pas en vacances, mais j'ai quand même appris plein de choses. D'autant que moi non plus, je ne suis pas du tout un spécialiste des cobots ni de l'industrie du futur, sauf à considérer que travailler sur le virage numérique à l'hôpital ou la plateformisation de l'hôpital, c'est aussi travailler sur l'industrie du futur, en tant que l'hôpital serait devenu une sorte d'usine à soins ou une usine à TMS ou à burn-out.
ou un espace de réception de produits issus de l'industrie plus ou moins technologique. Bref, la journée était très instructive parce qu'elle met pas mal de eau à mon moulin qui essaye de tourner autour d'une réflexion sur la construction d'un dialogue social technologique. Et en effet, c'est pas une question qui est toute neuve. Et la formule usine du futur, quand avec mes collègues de l'ANACT, on s'est penché sur ces sujets numériques, on a fait un peu d'archéologie documentaire sur nos propres productions et plus largement. Et on a découvert en effet des ouvrages qui dataient des années 80 et qui parlaient d'usines de l'avenir et qui déployaient tout un savoir-faire sociotechnique qu'on essaye aujourd'hui finalement de réactualiser. Donc, moi j'ai trouvé que c'était très instructif, donc j'ai appris plein de trucs. Après, j'ai trouvé aussi qu'il y avait des trucs qu'on passait un peu à côté. Donc, du coup, je vais faire un peu le pénible de service et peut-être pointer des trucs qui m'ont un peu manqué. En tout cas, j'ai trouvé que c'était très riche sur le plan, vous l'avez dit, biomécanique, psychosocial, cognitif. Mais j'ai trouvé qu'on a raté la dimension politique. Comme si le corps, comme si le geste n'était pas politique ou politisé. Alors qu'il était quand même question d'humain engagé et au fond de pouvoir d'agir en arrière-plan. Et donc, du coup, j'étais un peu sur ma faim parce que ton introduction, Flore, est rentrée comme ça en disant l'usine du futur, c'est un mouvement et un discours politique qui se veut ou qui se voudrait performatif. Et en effet, l'intervention de Marco au début de la matinée, au-delà des aspects sémantiques, pointait bien le caractère politique finalement des différentes configurations sociotechniques pour dire à la fois ce que c'est que le travail dans l'industrie et puis ce que fait l'industrie au travail. Et donc je trouvais ça étonnant qu'avec un tel cadrage, au fond, on n'avance pas plus sur cet axe-là. J'ai été aussi singulièrement étonné par l'absence dans les présentations de regard sur les élus, sur les syndicats. Alors qu'on convient en même temps qu'il s'agit bien de transformations socio-organisationnelles, de changements techniques et organisationnels, technologiques, sur lesquels, au moins sur le papier, ces acteurs-là ont aussi leur mot à dire, même si ce n'est pas toujours simple pour eux. Et on peut aussi penser qu'ils ont d'autant plus leur mot à dire et ils l'auront d'autant plus à l'avenir. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en juin 2020 a été signé à l'échelle européenne un accord sur la digitalisation des entreprises qui à la fois pointe un certain nombre de sujets, type intelligence artificielle et autres, mais qui surtout met en évidence un cadre méthodologique de travail conjoint entre les différents partenaires qui, moi, me résonnait quand je voyais un certain nombre de planches sur les propositions méthodologiques d'accompagnement. À mon avis, on n'a pas passé assez de temps sur ces propositions méthodologiques d'accompagnement et on a peut-être un peu trop focusé sur les cas. En tout cas, c'est l'impression que ça m'a donné. Et du coup, aussi pour mettre un peu le bazar, tu l'as un peu introduit sur, c'est vous aussi, tout à l'heure, sur le caractère un peu myope, c'est-à-dire sur les controverses et sur les déterminismes, et sur le déterminisme de l'activité. Et donc, du coup, je me demandais si ce focus sur l'opérateur, qui était beaucoup présent, s'il participait pas un peu précisément de cette dépolitisation du sujet. Et que, en effet, au-delà des élus, des syndicalistes, des militants, on pourrait se poser la question de quel regard on porte sur les acheteurs, sur les concepteurs, sur les directeurs, sur les managers, sur les financiers, sur les relais, sur les intégrateurs, qui étaient pas vraiment présents dans les présentations. Un peu quand même, faut pas que j'exagère trop. Et donc, du coup, je me posais la question, comment on peut garantir finalement un regard ou une remontée, non pas sur l'opérateur, mais une remontée vers le système sociotechnique de travail. Comment on peut travailler à, disons, leur sensibilité à ces acteurs-là, au travail réel des opérateurs, sans pour autant en faire l'alpha et l'oméga du sujet. Travailler aussi sur leur travail réel à eux, sur les limites de ce travail réel-là, sur la capacité à s'engager de manière sensible et intelligente dans la transformation des systèmes de travail et dans le meilleur des mondes, dans un refaçonnage démocratique de ces systèmes de travail. Après, j'ai été, voilà, je dis que les côtés pas bien, mais j'ai trouvé ça super, hein, donc je fais vraiment le côté pénible. J'ai trouvé que le focus sur les cas était très instructif, mais qui finalement, il disait pas assez de choses à mon goût sur les processus de conduite de projet et la façon dont les opérateurs
ils participent ou ils participent pas, ou avec quelles difficultés. Et donc, du coup, il y avait une sorte de ça va de soi, et qui était, à mon sens, problématique, parce que la participation, c'est pas un ça va de soi. Si c'est un ça va de soi, c'est que ça va pas. Et donc, du coup, il faut se poser les questions de à quelles conditions ça vaut le coup de participer, et participer à quoi. Et donc, du coup, moi, je me pose quand même une question par rapport à mon moulin que j'évoquais en intro, c'est la contribution des uns et des autres à ce qu'on pourrait appeler des formes d'évaluation sociale des technologies. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut non pas simplement demander aux opérateurs d'évaluer d'un point de vue subjectif leur poste de travail, leur pénibilité, même si c'est très important et très bien, mais aussi élargir l'objet et leur demander de contribuer, y compris d'un point de vue institutionnel et formel, à une évaluation sociale des projets de transformation technologique. Et donc, du coup, ça pose des questions méthodologiques qui viennent aussi bousculer le rapport qu'on a à l'évaluation et à qui produit cette évaluation et sur quel fondement. Et donc, du coup, j'avais une question, mais du coup, j'ai 2 ou 3 questions à la volée, comme ça, qui m'ont vraiment, pour le coup, un peu surpris. Sur le coup vous disiez l'acceptabilité passe par la participation, je l'ai dit un peu, donc quelle forme, quel timing, quelle info on a besoin, de quelle info on a besoin pour participer. Tout à l'heure, dans le cas que vous présentiez, et sur lequel vous avez rebondi, monsieur, derrière, quand on découvre après coup que 8 opératrices sur 17 se sont fait opérer du canal carpien, et quand on dit en même temps qu'on n'avait pas d'infos en amont, ça pose quand même la question de la politique de prévention de l'entreprise partenaire avec laquelle on travaille. Et donc, du coup, j'étais un peu stupéfait, et du coup, je me demandais la nature de la relation qu'on pouvait entretenir, finalement, quand on accomplit ce geste d'intervenant. Et du coup, quel travail réflexif on conduit en tant qu'intervenant quand on est confronté à ce genre de situation. Et dans le même cas, je suis désolé, ça tombe sur vous, mais sur le coup des boîtes en plastique sur les lessives. Moi, je veux bien que les technologies soient frugales, et c'est important qu'elles le soient, mais si c'est pour entretenir un système qui, lui, ne l'est pas, à savoir faire des boîtes en plastique dans lesquelles on fait de la chimie pour faire de la lessive, je ne vois pas l'intérêt de la technologie frugale. En tout cas, je le vois moins bien. Après, il y a 2 trucs que j'ai su vraiment ça m'a bien boosté. C'est la capacité à discuter ou à travailler des choix d'implantation. Pour nous, c'est vraiment important du côté de l'agence. C'est une marotte pour nous. En gros, on est des gens, on aime bien boire le thé, du verbe boire le thé. On aime bien discuter, quoi. C'est pas parce qu'on aime bien juste discuter, c'est parce qu'on pense que s'il y a des problèmes de sens au travail, c'est peut-être qu'il y a des problèmes de discussion au travail. Et donc, du coup, s'interroger sur la façon dont on peut se saisir d'objets qui sont compliqués pour tout le monde, et donc créer les conditions pour pouvoir échanger, ça me paraît vraiment un point tout à fait clé. J'y reviendrai peut-être en conclusion, Willy. Et puis sur le caractère non fini, ni des humains, ni des non-humains. En fait, c'est pas clair. En fait, on ne peut pas vraiment borner les termes de la relation parce que, en fait, les termes de la relation sont eux-mêmes pas clairs. Et donc, du coup, se garder ce niveau d'ouverture-là pour pouvoir précisément peut-être se réinventer au passage. Donc, je trouvais que là, il y avait une sorte de truc assez fécond sur la gestion de l'incertitude qu'on pouvait non pas simplement appliquer à l'humain, mais aussi appliquer à la machine. Et je trouvais ça plutôt vachement intéressant. Sur la question politique, mais qui revient, je pense, un peu à la question des besoins. Parce que, en fait, les besoins, on peut considérer qu'ils sont jamais vraiment naturels. Eux non plus, ils vont pas de soi. Ils sont très variables, et vous l'avez montré, c'était pas clair, je sais plus, donc, il y avait au moins 3 besoins énoncés chez l'opérateur. Et donc, du coup, ils sont ni naturels, ni homogènes. Et donc, ça veut dire, au fond, qu'ils sont culturels et qu'ils sont politiques. Et donc, il n'y a pas vraiment d'intérêt à les distinguer en tant qu'il y aurait des besoins naturels et puis qu'il y aurait des solutions culturelles, en tant qu'il y aurait des besoins individuels et puis des réponses collectives. Il me semble que parfois, on a des entrées un peu trop individuelles, quoi, et qu'on aurait besoin peut-être d'hybrider un peu les choses. En tout cas, pour nous, il y a un enjeu clair à améliorer les capacités d'expression et de définition des besoins, y compris en essayant de se défaire d'une vision un peu naturalisée de ce que serait qu'un besoin qui serait partagé dans une lecture un peu anthropocentrée du truc. Et pour presque terminer, sur la dernière prise de parole, il y avait un point qui m'a interrogé, la transparence comme levier du savoir coopérer. Et du coup, je me demandais, si on a besoin que ça soit transparent, si on a besoin de savoir pour pouvoir faire confiance, au fond, on ne fait plus vraiment confiance. C'est-à-dire qu'on sait. Et donc, je me demandais que
pour avoir confiance, peut-être qu'il y a besoin au préalable de partager un certain contrôle sur les situations. Et que peut-être il y a un enjeu à se défaire de l'opposition entre contrôle et confiance, mais de se dire que pour arriver à une confiance partagée, il y a besoin de reconstruire des rapports au contrôle qui soient moins asymétriques que ce qu'ils sont aujourd'hui. Aujourd'hui, on a tendance à penser que, en gros, le contrôle, c'est pas bien, parce que en gros, on est contrôlé, on est dominé, on est je sais pas quoi. Je dis pas que c'est bien, mais je dis qu'il y a un enjeu pour les opérateurs et pour les travailleurs à reprendre la main sur les systèmes de travail, donc à reprendre le contrôle sur leurs gestes et sur leur système de travail. Donc il faut se réapproprier la question du contrôle, et quand on partage un rapport au contrôle de cette nature, on peut alors peut-être discuter un peu autrement et réfléchir de manière un peu différente à la question de la confiance partagée. Enfin, parce que peut-être je suis un peu sociologue à la base, et donc du coup je donne pas trop de solutions, mais je pose des questions. Parce que je considère que le métier c'est faire de l'enquête, et l'enquête c'est partir de questions pas posées ou mal posées pour aboutir à des questions un peu moins mal posées, à la fois dans leur objet, dans leur forme, puis aussi dans leur cible. Donc nous, on s'est un peu cassé la tête là depuis quelques années sur ces questions numériques. Alors j'élargis un peu par rapport au focus Indus Futur et Kobo, mais il me semble que ça fonctionne quand même. D'une part, on avait un enjeu pour nous de ne pas jouer les experts. Enfin, en fait, c'était surtout parce qu'on n'était pas capable de le faire. Donc du coup, se dire que peut-être qu'il y a, et ça on le partage très largement avec la communauté des ergonomes, il y a une expertise chez le travailleur. Et donc, du coup, au-delà de l'expertise qu'il a sur son travail, quand même, il y a aussi des expertises un peu spécifiques chez les acteurs des SHS, notamment les capacités à enquêter. Donc, comment on peut aider les acteurs à développer leur capacité à enquêter, à développer leur capacité à produire des évaluations sociales des projets de transformation. Ça me semble être un point tout à fait clé. Et pour nous, partant de là, on s'est donné une petite machine à problématiser qui, au fond, met en évidence 6 pans de questionnement qui nous paraissent inévitables dans les projets de transformation et qu'on essaye de porter et de faire porter. Alors je les exprime rapidement. Les 3 premiers ne vous seront pas, je pense, étrangers. C'est la question de l'utilité. On sait que les organisations, elles sont traversées par des rationalités multiples et parfois contradictoires. Et quand les projets sont orientés vers une seule utilité, rationalité type productivité, en fait, on sait que ça marche pas, qu'à la fin, ça se casse la gueule, etc. Donc, du coup, il y a un enjeu à revenir sur à qui c'est utile, à quoi c'est utile, et plutôt que de se les poser après coup, c'est peut-être les poser un peu en amont. Donc, ça, c'est le premier thème. Le deuxième, c'est l'accessibilité des objets techniques, mais aussi des informations relatives aux projets technologiques. Si on les a après coup, c'est moins intéressant que si on les a au départ, parce que si on les a au départ, on peut progresser et peut-être se transformer en cours de route et être pas tout à fait le même interlocuteur en ayant eu 6 mois pour digérer un dossier complexe qu'en le subissant et en devant monter sur le cheval en n'ayant pas appris à monter. Donc, accès aux objets, accès aux informations liées au projet de transfo et lié aussi et un accès aussi aux données générées par les objets technologiques. On sait aussi pourquoi il y a un déploiement d'objets technologiques, c'est pour générer du clic, derrière le clic, générer de la data, et derrière la data, alimenter des IA ou autres. Donc la question, c'est est-ce que la génération de données, elle sert uniquement aux industriels par la médiation de ces objets techniques, ou alors les opérateurs peuvent aussi s'en servir, les élus peuvent aussi s'en servir pour avoir des bases pour discuter sur la réalité des transformations. Donc ça, c'est le deuxième pan. Le troisième pan, c'est l'utilisabilité des objets techniques. C'est sûr que s'ils sont plus chiants, plus contraignants, plus tout ce que vous voulez, il y a peu de chances qu'on les utilise. Donc du coup, là, il y a aussi sans doute des progrès à accomplir. Mais vous voyez que ces 3 premiers pans, même s'ils sont de mon point de vue intéressants, ils ont des limites, c'est-à-dire qu'ils sont encore ancrés dans un rapport individuel à l'objet. C'est le problème de M. Dupont et de Mme Michu avec l'objet X. Sauf que M. et Mme Michu et Dupont, des objets X, ils en ont 50 par jour à manipuler. Et ils passent d'un objet à un autre. Donc c'est plus le problème de M. X, de Mme Dupont, de M. Michu, avec l'objet X, c'est un objet collectif qui doit faire avec une foultitude d'objets. Et donc du coup, on réouvre là, je pense, la dimension collective et la dimension politique, ce qui permet d'avancer sur 3 points complémentaires. J'ai commencé à le dire. Le caractère discutable des projets. Est-ce qu'on discute juste des conditions de leur mise en application ou on discute de leur orientation? Et on discute avec qui? On discute quand? Qui fait le tour de table? Donc ça paraît être une question tout à fait centrale si on ne veut pas être leurré sur les enjeux de participation.
Derrière cette question de la discutabilité, il y a la question de l'intelligibilité. Est-ce que ça a du sens? Et produire du sens, je boucle. Produire du sens, c'est pas forcément s'aligner. Il y a une question tout à l'heure. Est-ce qu'on recherche le consensus? Est-ce qu'on recherche l'alignement? C'est pas nécessaire. Pourquoi? Pour produire du sens, c'est pas nécessaire. On peut, en discutant, toi tu penses ça, toi tu penses ça, toi tu penses ça, toi tu penses encore autre chose. Moi, ça me permet, qui n'y comprend rien, d'avoir un champ de positionnement et de pouvoir me positionner à l'intérieur de ce champ. Ça me fait des balises. Je suis pas obligé de m'aligner. L'important, c'est les balises. Donc, intelligibilité, c'est bien. Discuter, c'est bien. Produire du sens, c'est pas mal. Mais si on fait juste produire du sens, alors que l'enjeu, c'est de transformer les situations, on a un peu raté le coche. Donc, en effet, un dernier, sixième point de questionnement, c'est l'adaptabilité. Vous l'avez dit tout à l'heure, nous, on est fondé par le Code du travail pour adapter le travail à l'homme, et pas le contraire. Et donc, du coup, c'est pas si facile, c'est plus facile à dire qu'à faire, parce qu'un certain nombre d'interlocuteurs ne sont pas appelés tout à fait comme ça. Et en même temps, transformer les projets, transformer les outils, c'est pas si simple. Mais quand vous trouvez des ingénieurs qui sont prêts à jouer le jeu, même si ça reste compliqué pour eux, je trouve que c'est un super challenge. Voilà. Merci de votre attention. Bonjour à toutes et à tous. Je tiens à vous remercier pour vos interventions qui apportent de la valeur encore plus par rapport à tout ce qu'on a pu voir aujourd'hui. Juste pour rebondir très brièvement par rapport à vos deux remarques. La première par rapport à la nature de l'interaction qu'on a pu avoir avec la direction de l'entreprise après la découverte du coup de l'existence de certaines opératrices qui avaient subi des opérations, mais en médecine de ville. Nous avons bien alerté la direction de l'entreprise qui, d'un point de vue justifié et vis-à-vis des chiffres qu'on a pu démontrer, que s'il n'y a pas de TMS déclaré aujourd'hui, c'est une question de temps. Mais là encore, c'est toute la question qui a été bien soulignée par Ivan. Notre positionnement, c'était par rapport aux post-définitions. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les conditions de travail? Et notre rapport final a bien alerté sur ce qu'il faut regarder sur les risques de l'opération, mais on n'avait pas du tout ni l'envie, ni le positionnement de syndicat de cette entreprise. Et on n'avait là encore, ni le rôle, ni l'envie d'aller chercher la confrontation avec la direction de notre partenaire. Et sinon, s'il va rebondir également très rapidement par rapport au plastique, l'utilisation de plastique d'un très grand groupe mondial comme Procter & Gamble, déjà, je n'ai aucun doute que vis-à-vis de la forme liquide et chimique des produits, le carton ne serait pas adapté. Et déjà, les boîtes plastiques sont recyclables et recyclées. Et là encore aussi, c'est une question de contexte. Nous, c'était comment assister la phase d'ouverture des boîtes, mais pas aller re-questionner l'utilisation du plastique chez Procter & Gamble. Et merci pour vous. Oui, Gérard Dubay, sociologue. Dommage, il y a un des intervenants qui est parti, mais quand il disait que les sciences humaines et sociales permettent de bien poser les problèmes ou de poser les bonnes questions ou les bons problèmes, et les ingénieurs ensuite trouvent les solutions et prennent les risques. Je veux dire que formuler les bons problèmes et les bonnes questions, c'est aussi prendre des risques. C'est très souvent. Sinon, j'ai bien aimé la définition de la santé comme pouvoir d'agir sur son environnement de travail, parce que c'est une définition politique. Et je crois qu'on n'a pas arrêté de parler de politique. Il ne suffit pas de dire politique pour que ce soit politique. Lorsqu'on parle, on a parlé des collectifs de travail, de la mémoire collective, de l'attachement. On n'a pas parlé d'opérateur d'ailleurs. Ma collègue n'utilise jamais le terme d'opérateur. Parce que les humains, là, ne se limitent pas à des agents qui font des opérations. Ils sont beaucoup plus que ça. Mais quand ils défendent une mémoire collective, quand ils défendent une expertise et des savoir-faire collectivement, ils font de la politique, bien sûr. Quand ils mettent à l'épreuve des dispositifs qui visent à externaliser ces savoir-faire et qui les menacent du coup, quelque part, de perdre le contrôle de ces savoir-faire et de ces connaissances, des connaissances qui sont derrière, c'est-à-dire du pouvoir d'agir sur son environnement immédiat, ils font de la politique. Tout ça, c'est de la politique. Et je pense que un certain nombre des exposés, des études de cas qui ont été présentées, en fait, émettaient des questions qui étaient profondément, éminemment politiques. Voilà, mais je suis d'accord avec vous. C'est des questions évidemment très politiques. Pareil pour le rapport au contrôle. Je pense qu'on n'a pas arrêté de parler de ça. Un contrôle qui est asymétrique et la manière dont les acteurs perçoivent ça et mettent ça à l'épreuve de leur propre pratique. Bien sûr, ils font de la politique. Alors c'est vrai qu'on n'a pas parlé des délégués du personnel, du rôle des syndicats.
pour notre part qu'on a rencontré aussi. On a rencontré les. Mais voilà, c'était juste ce que je voulais ajouter à ce que vous aviez. Je vais réagir sur. Je ne sais pas si on m'entend. Je vais réagir sur ce que vous évoquez là du positionnement SHS-SPI. Effectivement, l'ergonome, en reformulant la demande, il prend de toute façon des risques et il positionne son intervention. Et effectivement, c'est éminemment politique. Cependant, un ergonome n'est pas un ingénieur. Et je pense que la pluridisciplinarité, c'est pas être à la place de l'autre. Et ça, je pense que c'est vraiment important. Moi, je l'ai appris au fil des années. Je n'ai pas les compétences pour mesurer, faire de la programmation sur un COBO, pour arriver à faire l'allocation de tâches en tenant compte de la variabilité et des dysfonctionnements possibles. Et je ne suis pas un ingénieur. Mais par contre, je peux travailler avec un ingénieur et fixer un cahier des charges avec des besoins d'utilisateurs, des besoins de coopération, des besoins d'évolution sur la gamme de produits, etc. Et je pense que la participation, il faut qu'on fasse attention à cette notion de participation et de pluridisciplinarité. C'est important que chacun puisse travailler dans son domaine de compétences et en complémentarité avec les autres. Il y a des choses qu'on sait faire, il y a des choses qu'on ne sait pas faire. Et ça revient sur la question du politique aussi. Je pense que en tant qu'ergonome, alors je parle en tant qu'ergonome, mais j'ai des collègues dans mon laboratoire qui font de la sociologie, qui font des sciences politiques, qui font du territoire, de l'urbanisme. En tant qu'ergonome, on n'a pas les compétences pour être sur cette dimension politique. On peut agir indirectement par nos méthodes, par nos interventions, par les transformations, par la participation des opérateurs. Mais à un moment donné, comment, par exemple, j'ai participé au jury de thèse de Anne-Cécile, donc comment, par exemple, l'entreprise se positionne sur l'industrie 4.0, et pour elle, faire de l'industrie 4.0, c'est l'injonction de mettre en place du lean manufacturing. Bon, ça c'est une dimension d'acteur politique qui relève pas de notre discipline. Et je pense que les Sciences Po auraient beaucoup à nous apporter aussi dans la compréhension de comment ces injonctions au niveau de l'industrie 4.0 sont mises en œuvre dans les terrains et comment les terrains ramènent aussi de l'information au niveau du politique pour décider. D'autant que on a une petite discussion récemment avec mes collègues de Sciences Po là. Les décisions politiques par rapport à l'industrie 4.0, par rapport à la transition écologique, par rapport aux enjeux sociétaux, etc., les processus de décision politique sont très compliqués. C'est pas parce qu'on a produit des connaissances qu'on va mettre en œuvre une politique. Il n'y a qu'à voir l'amiante, il n'y a qu'à voir des tas de choses qu'on sait déjà, qui sont placées dans des tiroirs, et puis à un moment donné, on va l'utiliser, on ne va pas l'utiliser. Donc la partie politique, je ne sais pas si elle nous appartient en fait. Oui, je voulais vous remercier, donc Flore Barcellini. Je voulais vous remercier tous les trois pour la table ronde. Vous avez bien joué le jeu de façon bien complémentaire. Et puis, c'était important qu'Yvan aussi rappelle le démarrage du projet parce qu'en effet, il avait contribué à nous rencontrer avec Caroline, avec Ali, avec Hakim. Donc, voilà, ça vient pas de nulle part, le fait d'arriver à travailler ensemble. Et du coup, je voulais rebondir sur les questions pénibles de Vincent. Merci aussi d'avoir posé ces questions. On a quelques éléments de réponse, d'alimentation de la discussion. Il se trouve que la dimension politique t'a mis dans le mille parce que c'est quelque chose qui me préoccupe beaucoup à titre personnel en ce moment et puis qui, de manière générale, préoccupe un certain nombre d'entre nous, chercheurs, enseignants, chercheurs. On produit des connaissances et comment ces connaissances percolent dans les discours et les décisions politiques. Alors, c'est très documenté, mais du coup, cette question, elle nous anime. Et personnellement, et je pense un certain nombre de collègues, on a été amenés à présenter certains de ces travaux dans des arènes politiques. France Stratégie, l'Alliance Industrie du Futur, etc. Et force est de constater que ça percole pas très rapidement. Je vous invite à écouter, ça devait être le jeudi ou le vendredi, juste avant le deuxième tour des élections présidentielles. Vous écoutez le candidat Macron, qui était interviewé sur France Inter. Il y a une petite phrase dont je ne me souviens plus exactement, donc je vous invite à l'écouter directement. Mais en gros, il était interrogé sur les retraites et la pénibilité, et apparemment, les robots auraient un rôle pour diminuer la pénibilité et donc régler ces problèmes
pénibilité. Donc, vous écouterez, vous ferez votre avis. Donc oui, il y a un travail pour voilà, aller contre les paradigmes dominants dans les discours politiques. Donc ça, c'est le premier point. Le second point, c'est sur l'absence des syndicats. Alors là aussi, tu as mis dans le mille, parce qu'il se trouve que récemment, il y a eu un colloque organisé notamment par Hakim sur le dialogue social. Et dans ce colloque, il y avait le dialogue social à l'ère du numérique, puisqu'on porte au sein du laboratoire un projet sur le rôle du dialogue social dans les transformations numériques des entreprises. Bon, sans surprise, c'est le même rôle que celui du dialogue social dans tous les autres projets. Donc, c'est-à-dire que une très faible participation, une très faible convocation des syndicats, des acteurs syndicaux sur ce sujet. Et donc, l'objectif du projet, notamment avec la CFDT, c'était d'essayer de renforcer le pouvoir d'agir des syndicats et des directions dans la prise en compte des transformations numériques. Donc, c'est traité par ailleurs. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a fait le choix aussi, à travers le groupe de chercheurs, enseignants-chercheurs, de centrer vraiment sur la collaboration homme-robot, en partie sur la conduite de projet quand même, c'était important. On l'a vu dans ce qu'a présenté Aurélie. On l'a travaillé aussi dans la thèse d'analyse d'Anne-Cécile Lafeuillade. C'était vraiment l'idée justement de se décentrer juste de la conception de l'interaction entre un humain et un robot pour aller vers la dimension organisationnelle, mais ça serait sans doute à renforcer. Voilà, il y aurait d'autres éléments de discussion, mais je vais pas en dire plus, parce qu'il y a peut-être d'autres réactions, mais merci beaucoup d'avoir stimulé ces réflexions. Est-ce que, oui, une dernière courte remarque avant de clôturer, parce on déborde un peu. Merci Willy, merci pour cette belle table ronde. Oui, Hakim Benchekroun, ergonome dans l'équipe d'ergonomie du CNAM avec Flore, avec Willy. Merci Vincent, parce qu'à un moment donné, vu le temps que vous aviez, on était comme si on devait composer sur du papier pour répondre à vos questions. Hein. C'était un temps, moi, qui me rappelle des fois qui m'a rappelé des fois des copiles dans lesquelles effectivement il y a de la tension, voire du conflit entre acteurs, hein, les protagonistes d'une intervention en ergonomie, par exemple. Et donc merci d'adopter aussi cette posture, hein, et ce positionnement. Moi je suis d'accord avec Sandrine pour dire que l'ergonomie, que les ergonomes n'ont pas des compétences politiques, mais l'ergonomie est fondamentalement politique. Et même sa naissance et son développement, c'est né de questions sociales. Tout le monde le sait, c'est né de questions sociales sur les conditions de travail, sur le travail de nuit, avec les VACMA de la SNCF des années 70, etc., etc. La question qui se pose pour nous, en ergonomie du moins, c'est effectivement comment être acteur de cette chose qui est politique. On est sur le travail. Du moment qu'on est sur le travail, on est forcément, qu'on le veuille ou pas, on est dans la politique et dans tous les enjeux politiques, bien entendu. Et il me semble qu'on en fait tout le temps, mais qu'on n'en fait pas tout le temps en ayant un savoir sur la chose, hein, ou alors en ayant des méthodes sur la chose, etc. Et il me semble aussi, de par ce qu'a rappelé Flore à l'instant, il me semble que renouer avec la question du dialogue social, est-ce que la place du travail réel, qu'est-ce que ça peut apporter effectivement aux protagonistes des dialogues sociaux, hein, non pas pour les apaiser ou pour les conduire à des consensus mous, mais pour plutôt alimenter effectivement cette conflictualité autour des choses du travail, performance, santé, développement, croissance, décroissance, relocalisation, etc., etc. Et il me semble que là, il y a effectivement de nouveau, moi je pense que ça a toujours existé, mais de nouveau il y a des enjeux où effectivement l'apport modeste de l'ergonomie peut se jouer effectivement autour, cette fois-ci de façon politique mais volontaire, voire volontariste, autour de ce qui peut se jouer comme vous l'avez dit vous-même, dialogue social technologique par exemple. Bon, voilà des enjeux extrêmement qui ont toujours existé, mais qui, bien entendu,
existent et voire même ils vont prendre bientôt des tournures extrêmement importantes, pour ne pas dire conflictuelles. S'il n'y a pas d'autres velléités de réponse, on va pouvoir conclure. Ben, merci beaucoup encore une fois. Enfin, on a joué le jeu. Enfin, on a joué le jeu. Vous avez joué le jeu. Ben, merci à tous les participants et puis les présentateurs, les gens à distance. Bon, on a eu plus de 60 personnes ce matin et 55 cet après-midi. Donc c'est tout à fait honorable, voire très très bien. On est content d'avoir organisé cette journée. Alors il y a des personnes que vous n'avez pas vues sur l'arène, mais qui ont contribué, Donc Caroline Morico, qui est ici présente, qui a porté le projet Hector avec moi. Céline, elle est où? Céline Rosselin-Bareil, qui participait aussi, qui est de l'Université Paris 1, cette Copra. Pardon. Ah, je me suis trompée sur tout le monde, donc. Et qui nous a beaucoup aidé dans le projet, notamment pour trouver des terrains. Voilà les terrains du projet. Je pense que j'ai oublié personne d'autre parce que vous avez vu tout le monde. Et puis Agnès Aublé-Cuvelier qui a posé des questions, mais qui a aussi beaucoup participé à la structuration du groupe en fait de chercheurs, enseignants-chercheurs que vous avez vu aujourd'hui. En fait, c'est un groupe qui s'était déjà réuni à plusieurs reprises. On avait organisé à la SELF avec Sandrine, avec Agnès, avec un autre collègue Fabien Coutarel, un atelier aussi sur l'industrie du futur. Et donc on va essayer notre projet, c'est de poursuivre sur de valoriser aussi ce qui s'est dit aujourd'hui et puis d'autres questions comme tu l'as soulevé. Donc on a enregistré la journée, on va les mettre en ligne. Et puis, on espère pouvoir capitaliser tout ça sous forme d'une publication. Voilà, on s'avance pas trop pour l'instant parce qu'il faut qu'on s'en discute, mais voilà, il y aura des suites. J'ai pas mentionné Ali aussi, mais je t'avais mentionné tout à l'heure. Oui, à la PME, on en a parlé tout à l'heure. Voilà, la PME qui nous a reçus, qui pouvait malheureusement pas être là aujourd'hui, mais ils ont été très soutenants pour le projet. Et Céline, tu veux dire quelque chose? Donc c'est un ancien, je le redis, c'est un ancien étudiant du master d'Orléans, Xavier Prieur, qui nous avait mis sur les pistes aussi d'Avignon Céramique, parce que nous aussi, on a eu du mal à trouver des cobots. Voilà. Donc je pense que ça serait aussi un message. Où est le cobot? Ça nous a. Qu'est-ce que la collaboration homme-robot et où sont les cobots? Ça nous anime depuis 10 ans et ça continue. Voilà. Donc merci à tous et puis au plaisir de vous revoir. Merci.